Édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Je suis Jean-Pierre Relégué, général du film Marseille, et je suis très heureux d'être l'invité de ce festival pour lequel j'ai à bien des titres beaucoup d'affection, beaucoup de complicité, et je pense que c'est important, ces liens qui se tissent et qui nouent une manifestation à une autre au-delà de la disparité en France et même au-delà. Alors on n'est pas nombreux là dans la salle, mais je voudrais rassurer à la fois la salle et puis nos invités. Il y a des films qui jouent, les vôtres et d'autres, et en réalité cette rencontre elle est destinée à nourrir des archives qui seront ensuite disponibles sur les outils du festival. Donc ne nous croyons pas seuls, nous sommes là pour la postérité, même si on n'en a pas tout à fait la mesure. Donc je voudrais accueillir et remercier d'être avec nous Pierre Bismuth, Patrick Chia et tout à l'heure Tobias Nolle, qui arrive de l'aéroport, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore là. Donc Pierre Bismuth, vous êtes connu, très connu comme artiste, vous êtes invité dans de nombreuses manifestations internationales d'art contemporain. Et là, vous êtes présent avec un film qui ressemble à un film, qui se souhaite comme un film, qui est aussi l'histoire de la fabrication d'un film, mais dont le sujet est à la fois ce film à venir, mais plus précisément une figure très célèbre et très importante de la scène contemporaine américaine, qui est Ed Ruscha. Donc vous êtes présent avec Where is Rocky 2, qui est en compétition Nouvelle Vague. Patrick Chia, vous êtes également concerné par la compétition Nouvelle Vague, mais au titre de jury, donc on a préservé une petite distance diplomatique entre vous, et vous êtes également à présenter un film, Brothers of the Night, qui a fait sa première à Berlin et qui sortira sous peu. Vous m'aviez dit les dates hier. Mi-février en salle, tournée à Vienne. Pierre Bismuth, si vous en êtes d'accord, peut-être je vous invite à prendre le micro. Encore une fois, merci d'être avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez peut-être d'abord dire deux mots ou davantage sur qui est Ed Ruscha, et est-ce que Ed Ruscha était choisi dans ce travail que vous présentez comme représentant lui-même, si je peux dire, ou lié à l'anecdote qui donne sa genèse au titre? Alors Ed Ruscha, c'est un des artistes américains vivants, un des artistes les plus importants à l'heure actuelle. Il travaille à Los Angeles. Il est de la génération Baldessari. Donc c'est vraiment un des très très grands artistes actuels américains, connu internationalement. C'est pas Ed Ruscha qui m'a amené à faire le film, c'est plutôt effectivement la découverte il y a une quinzaine d'années d'une pièce qu'il avait fait, donc qu'il a semblé avoir fait, que j'ai découvert en regardant un documentaire de la BBC. Qui est évoqué dans le film, du reste. Qui est évoqué dans le film, et où on le voit fabriquer dans son studio de Los Angeles de l'époque un faux rocher. Faux rocher, pas rocher. Un faux rocher de 2 mètres de long sur 1 mètre de haut sur 80 cm de large, assez gros, un boulder. Et donc, on le voit dans ce film le fabriquer, et puis prendre ça sur le toit de son pick-up et de l'amener après 3 heures de route dans le désert et de le placer au milieu d'autres rochers et de le laisser là. Ça, c'est le point de départ. Vous êtes tombé sur ce film par hasard ou... Tout à fait par hasard. Quelqu'un m'a donné 3 cassettes, 2 sur Marcel Duchamp aux États-Unis et 1 sur Ed Ruscha dans une série produite par la BBC. J'ai après découvert qu'il y avait 7 autres films dans la série, ou 6 autres films. Et je trouvais la pièce fantastique. Et
pas du tout étonnante par rapport au travail de Roucher, puisqu'il a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'univers du cinéma de Hollywood. Il a toujours eu un pied dans Hollywood. J'ai découvert un film hier dans lequel il avait joué. Je ne savais pas qu'il avait même été acteur, mais donc il a été acteur dans un film. Vous mentionniez quoi comme film? J'essaie de me souvenir des titres. Et il est connu pour être sorti avec des actrices américaines de l'époque, des starlettes américaines de l'époque. Et puis son pote, c'était Dennis Hopper. Donc il a toujours eu un pied dans Hollywood, et son travail réfère souvent à Hollywood. C'est un peintre essentiellement. Il est connu parce qu'il a un double de travail, c'est un peintre, mais il fait des livres d'artistes qui sont un livre sur les stations service. Voilà. Et donc, moi en tant qu'étudiant, d'ailleurs, je connaissais d'abord les livres. C'est étonnant, d'ailleurs, j'ai d'ailleurs rencontré les livres en premier qui m'ont intéressé. Puis après les films qu'il a fait, parce qu'il a fait deux films, des courts-métrages. Et c'est que plus tard que j'ai découvert qu'il faisait des peintures. Et c'est pas d'ailleurs la partie de son œuvre, c'est la partie la plus importante, mais c'est pas ça qui m'a spécialement inspiré. Donc voilà. Et vous-même, dans votre pratique, alors puisqu'on a vu que Gued Roucher finalement arrive là supposément par hasard, j'y crois à moitié. Non, mais en tout cas vous, votre pratique est, disons, sans vouloir la réduire en aucune manière, mais à affaire à une forme de détournement de ce que le cinéma ou l'imagerie du cinéma a pu produire. C'est plus organique que ça, parce qu'en réalité, au moment où je découvre ce documentaire, excellemment réalisé, vraiment très beau documentaire de 28 minutes, je venais d'obtenir quelques années avant, je ne sais plus calculer les années, en 2005, je suis oscarisé pour un synopsis d'un film qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc, quelques années plus tard, je vois ce documentaire sur Ed Roucher et je suis tellement amusé par la présence de cette œuvre d'un peintre qui, là, vraisemblablement, a fait une sculpture qui sort complètement du corpus de son travail et qui a une qualité très amusante parce que ça fait clairement référence au cinéma, c'est un élément de décor de cinéma. Et bref, donc je commence à en parler autour de moi, pensant que tout le monde connaît cette pièce, Roucher étant connu et la BBC étant aussi connue. Et pendant un an, je me retrouve devant des gens qui pensent vraiment que je suis fou et qui n'ont aucune idée de quoi je parle. Jusqu'au moment où... Vous voulez dire que ça, c'est les entretiens qu'on voit? Non, ça c'est des choses... C'est préalable. J'étais enthousiaste du film, je voulais partager mon enthousiasme, donc j'ai dit, tiens, tu connais ce truc-là, tu connais ça. Personne ne connaissait, ni le documentaire, ni la pièce d'Ed Roucher. Alors, petit à petit, j'allais de plus en plus vers des gens qui connaissaient bien le travail d'Ed Roucher, jusqu'à même arriver à des gens qui le connaissaient lui personnellement. Et dont un ami de Vienne qui m'a dit, écoute, c'est intéressant ce truc-là, je vais lui poser la question. Andreas Reuter-Raab était... Hello, enchanté. Bonjour Tobias Noller. Welcome. You want to introduce? So Tobias Noller, I mentioned your name before. You're here as a filmmaker in competition for New Wave with a film called Alois. You're Swiss-German, and so the film produced in Switzerland, and it was premiered in Locarno, I guess, or Berlin. Berlin. Sorry. So I explained that you were late because you just took the plane, landed. So welcome. So Pierre Bismuth. I was explaining a little bit the film. Et Patrick Chia. Merci, Pierre. On vous écoute. Donc, mon ami Andreas Reuter-Raab, qui était proche d'Ed Roucher à l'époque, un Viennois, me dit, écoute, je vais lui en parler directement, puis on va voir. Et puis un jour, il me rappelle, il me dit, écoute, je lui en ai parlé, mais il n'a pas l'air de... ça ne s'est pas bien passé. Ben, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, il a changé d'attitude, il s'est fermé, et puis depuis, il ne répond plus à mes emails. Donc j'ai dit, écoute, c'est pas la peine de prendre le risque de perdre ta assez bonne relation avec Ed Roucher, je vais me débrouiller tout seul, mais il y a une sorte, depuis ce moment-là,
il y a une sorte de mystère autour de cette pièce que personne ne connaissait, qui a commencé à s'installer et qui m'a semblé devenir intéressante en soi. Surtout, vous expliquez que personne ne la connaissait, alors même qu'il y a eu cette Mais partie c'est ça. Dans le documentaire, en fait, c'était un élément du film, j'imagine. Oui, tout à fait, on le voit sur les 28 minutes du documentaire, on le voit bien un quart d'heure, donc c'est un élément très très... Donc c'était incompréhensible. C'était incompréhensible pourquoi un artiste de cette carrure accepte de se montrer en train de travailler dans son studio à faire une œuvre pour que 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, il nie complètement, ou en tout cas il nie pas, mais qu'il refuse d'en parler comme si ça n'avait jamais existé. Et donc le mystère autour de l'existence de cette œuvre et le refus de l'artiste qu'il avait fabriqué dans Parler m'a semblé devenir un élément intéressant, et il me semblait que c'était le moment justement, c'était l'objet qui allait me permettre, puisque Rouchet était lui-même avec un pied au cinéma et un pied dans l'art contemporain. Il me semblait que c'était un moment intéressant pour essayer justement, cet objet était lui-même aussi un peu entre l'art et le cinéma, et il me semblait l'occasion rêvée pour pouvoir traiter ça au cinéma. Oui, alors je me suis sans doute mal exprimé tout à l'heure, mais j'évoquais votre propre travail depuis fort longtemps, qui a aussi été montré dans les diverses biennales et grandes manifestations d'art contemporain. Votre travail tourne autour, mais sans qu'il y ait, comment dirais-je, d'entrée une ambition de faire du cinéma. Vous prenez le cinéma comme un terrain, comment dirais-je, d'expérimentation, comme un format, et ça en accord avec d'ailleurs d'autres artistes de votre génération qui ont pris puisque en gros là ce qui nous réunit ici, et peut-être s'il fallait trouver un dénominateur commun à vos trois travaux, ça serait, disons, de placer le naturalisme dans une distance telle qu'on ne le voit plus. Et qu'au contraire, ce que vous produisez, c'est précisément une fabrique d'images, une fabrique d'imaginaire. Et il me semble que votre travail, donc de très longue date, encore une fois, eh bien, s'emploie à jouer, à travestir. Donc, moi, je trouve, il me semble en tous les cas, que Ed Ruscha n'est pas, et particulièrement ce caillou qui est destiné à ressembler, à disparaître deux fois dans la similitude du caillou d'une part, et ensuite dans la discrétion de ce secret. Hein. On croirait entendre un bruit secret, on croirait la même opération que Duchamp dans un bruit secret, on ne sait pas ce qu'il y a au centre de cette boîte. Alors est-ce que vous pouvez faire un lien, Pierre, si alors, vous voulez, d'abord sur votre propre travail, la relation au cinéma, et moi j'ai toujours dit, et donc les gens de ma génération, hein, auxquels je pense tu fais référence, qui sont en France Pierre Huyghe, Douglas Gordon en Écosse, il y en a plein. Enfin, bien sûr. Mais donc c'est les gens avec qui j'étais amené à faire des expositions. Je pense qu'on est une génération, moi j'ai toujours dit, on s'est intéressé au cinéma parce qu'on a été éduqués avec le cinéma par la télévision. Je pense qu'on est la première génération d'artistes qui ont pu absorber autant de films par le biais de la télévision. De la VHS? Non, la télé, des programmes télé. Parce que pour mes parents, par exemple, c'était trop tôt. Là où vraiment la télé a commencé à diffuser le cinéma, c'est pour des gens de ma génération. Là, moi, je passais des heures devant la télé quand j'étais gosse. Et ça, c'est un élément biographique, pardon, Pierre. C'est juste pour dire que je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait dans le cinéma, mais plus parce que c'était un matériau qui était available, comment on dit, qui était à disposition, et que sans doute j'ai passé plus de temps devant la télé que de lire des bouquins, je veux dire bêtement. Donc ça c'est déjà une part. Donc ça veut dire que mon travail, la relation au cinéma n'est pas une relation choisie, c'est presque une relation imposée. Donc là, le jeu du film, ça serait quoi? Ça serait d'afficher cet héritage. Moi, je pense de l'accepter. Et c'est pour ça que j'ai cité l'Oscar avant. C'est parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où j'ai découvert le documentaire de la BBC sur Ed Ruscha,
j'avais un Oscar dans la main qui, on pouvait dire, était une sorte d'ovni et qui, a priori, pour l'instant, ne me servait à rien et qu'il fallait que je capitalise, ou en tout cas, il fallait que je décide soit j'en fais quelque chose, soit j'oublie. Et donc j'ai décidé que c'était peut-être l'occasion justement d'en faire quelque chose. Vous l'avez enterré dans le... Ouais, il était inactif, disons. Il était inactif. Il fallait que je fasse autre chose dans le cinéma pour rendre cet Oscar, pour le rendre actif, donc qui veuille dire quelque chose. Il était beaucoup trop isolé. Et même d'ailleurs, j'étais isolé dans plein de sens. J'étais le seul artiste aussi à avoir un Oscar, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est McQueen. Exactement. Et donc ça aussi, c'est un truc excellent, je pense. Ça m'a beaucoup fait du bien parce que, alors que pour le monde, la plupart du monde de l'art, cet Oscar ne voulait absolument, ne signifiait rien, à part une sorte d'hallucination, on ne savait pas d'où ça venait. Peut-être maintenant, effectivement, ça va commencer. Alors, vous l'avez choisi comme une commodité scénaristique, comme un clin d'œil à Hollywood et disons à sa période glorieuse, comme une... Le film est un film, ça s'est fait de manière complètement organique, c'est-à-dire que c'est en vrai de taper sur des rochers pour essayer de trouver. Et donc, je n'ai pas trouvé le budget pour faire ce art movie. Et donc, c'est en gonflant le truc vers le cinéma qu'on a commencé à trouver des financements. Et la première question qui se posait, c'est comment est-ce que je vais retrouver le rocher? Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide à m'orienter dans Los Angeles et dans le désert. Et donc la première personne qui est venue à notre esprit, c'était le détective privé. Parce que c'est un classique, pas parce que c'est un classique au cinéma, parce que c'est un classique à Los Angeles. On ne se rend pas compte à quel point les détectives privés sont complètement utilisés tous les jours. J'ai rien compris à votre film parce que moi j'ai cru justement que c'était une allusion au cinéma, puis vous me dites non, mais c'est le commun. C'est dans l'autre sens. C'est en prenant un détective en prenant un détective pour chercher un faux caillou qui fait référence à un set de cinéma, on tombe forcément. C'est pas possible de pas se dire que finalement ça traite du cinéma. Mais c'est vrai que c'est une succession de choses spontanées qui font que ça s'est orienté comme ça. Merci. Qui, à mon avis, la raison pour laquelle le film est ce qu'il est. Je veux dire, ça n'est pas, il n'y a aucune relation n'est forcée. C'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Non, dans le sens. Les choses se sont imposées à moi, mais le film s'est déroulé en essayant simplement de résoudre des problèmes les uns à la suite de l'autre. Il n'y a pas eu de script strict. Il n'y a pas eu de script. Non, c'est un film sans script. On en parlera. Oui, ça c'est important d'en parler. Mais peut-être, ouais, c'est très important. C'est un film sans script. Ça c'est très intéressant. Mais Tobias, peut-être, encore une fois, bonjour, bienvenue. Si Tobias, je vais enchaîner puisque le protagoniste de votre film, c'est justement un détective, c'est-à-dire quelqu'un qui, au moins comment vous le présentez, qui a à voir avec, on va dire, un cinéma élémentaire qui se découpe d'un côté de l'image et de l'autre du son. C'est d'ailleurs assez exemplaire que, à la différence de beaucoup de films où la présence du cinéma est métaphorique et littérale d'une certaine manière, que le son soit si décisif, puisqu'il y a même d'ailleurs dans le film à un moment donné l'abandon de l'image au profit d'une stimulation sonore. Alors puisque Pierre évoquait la question du scénario, et on y reviendra à la fois avec lui et avec Patrick Chia, mais est-ce que dans la mesure où le film est comme une espèce de tissu sensoriel extrêmement beau, extrêmement charnel, avec un acteur absolument formidable qui est Georg Schneider, vous disiez, Friedrich Schneider, c'est ça? Georg Friedrich, décidément, c'est tout faux. Georg Friedrich, c'est le montage. Qui porte ça de façon incroyable. Est-ce que vous pouvez évoquer la façon
la genèse du film. Est-ce que justement ça s'est fait par écrit d'abord, c'est-à-dire que vous avez fantasmé au fond ces tableaux? Est-ce que vous pouvez parler de ça? Otherwise I can. Considering that it's very physical and more physical than narrative, or the narrative is some consequence of what's happening to ears and eyes. Well, it's always the first question I get, and it's very difficult to actually pin it down, because it's quite a long time ago, and the sources were very different. It was not just like one happening that started the movie. It was a mixture of images I had. It was a mixture of the character I found, but I think in general I always. The private eye was like the first at the start. This guy. It started with him. Yes. Well, no. At first, whenever I start a movie, I try to find an obstacle or a story that I believe needs the tools of cinema to make it. And I was looking for a character that I feel that needs the cinema rather than literature or the theater play. So I came to the detective who shoots everything with his video camera. He sees everything, but nobody sees him. And then later on, he has this encounter with a voice over the phone, and they start this game called phone walking, where they imagine their fantasies through the voices. And I thought, okay, that's something I could do with cinema, but it's harder to do in literature. So it kind of, but also I was always very interested in making a detective movie without the murder case, but where the detective becomes his own case. So it's I find it a very tough question. You know, some people can say, well, I read this newspaper article and then I thought I'd make a story about this, but it came very organically, like from different places, and I cannot exactly remember the one thing. My question was more specific in the sense of, like, the first time you see the guy shoot, he's in a film. So obviously very much linking this aspect of like sound and image. Juste un instant, je peux le traduire. Alors, donc je pense que c'est une question qui est quand même très très difficile, parce que pour plusieurs personnes peuvent très bien dire que j'ai lu un article ou j'ai lu une image ou quelque chose qui m'a inspiré. Pour moi, en fait, il y avait plusieurs images très très différentes, plusieurs sons, plusieurs histoires qui étaient très très différentes. C'est pas comme si je me suis assis en train d'écrire un script, un scénario pour ce film. En fait, je cherchais surtout l'histoire qui nécessiterait des outils cinématographiques pour être présentée. Et là, je voulais aussi en même temps créer un film sur un détective, parce que je trouvais ce personnage très très passionnant, mais pour moi c'était un défi en quelque sorte de pouvoir créer un film où il n'y aura pas de meurtre, où le détective va devenir l'affaire qu'il doit résoudre, la chose qu'il doit résoudre, où il doit travailler sur lui-même. Donc là, j'ai trouvé, c'est pour ça qu'il est très difficile pour moi de dire exactement à quel point, qu'est-ce qui a déclenché l'idée de ce film. Okay, can you repeat it with the phone booth, the question? The fact that the film is taking somehow cinema as its own material, and since the private eye is camera guy, but also like in films, sound is very important. And I was saying, like, the first scene where you see shooting this couple, he's in a phone essentially. He starts shooting and then he goes away. And then you will have later on this almost replacing, image to be replaced or produced by sound rather than something going aside or moving. So maybe this relationship between sound and image. Yeah. La question sur la relation entre l'image et le son dans ce film. Est-ce que c'est le son qui génère en quelque sorte l'image, ou comment ça se passe? Est-ce que c'est au contraire? Well, the detective, my character, is very isolated, because what I said, he sees everything but nobody sees him. Like, he knows everything about life, but he doesn't live
life. And so on the one hand, we try to translate that on the visual side. There's always something that separates him from the outside world. So on the one hand, visually, it's the phone, he's inside the phone booth and the glass is fogged. But I realized in the making of the film, I mean, all these things, the separation visually, they work, but on the sound level, you feel it much more. So in a simple example, you're first outside in the park, and you hear all the noises, you hear the dogs barking, you hear the people chatting, but once you're in the phone booth, it's like a vacuum. You know, first you're outside, you hear the siren of a police car going by, very loud, but then it cuts into the phone booth and it's like boom, like a vacuum. And there I felt through sound I can portray isolation, or the way he feels much more. So it was, yeah, the combination from visual to sound. So to come back to the basics, I mean, like, was that like already written in the script, or how was that, again, producing that kind of scene and effects appeared, or did they appear as such at the script stage? The visual stuff, yes, of course, that was already in the script. With the sound, it was different. I mean, a lot of it was written because the whole film is through a telephone. You know, these two people only have contact through a phone, and then they meet in their imagination until the end. So, of course, sound was very important, but things like what I just said with the phone booth, that's what I discovered in editing. Or also, for example, he's in his apartment and he hears noises from the outside, and when he shuts the curtains, all sound is gone, which is not naturalistic, but it's his state of how he feels. You know, he wants to shut it out, and that's, I haven't written that. That's something we discovered while we did sound design, but then we continued to do that, and then he changes the way he changes when he opens up. It's not like that anymore, but it's very difficult to write. Ok, je profite pour traduire. Donc en fait, le personnage, c'est quelqu'un qui est très très isolé du monde entier, et on le voit très bien à travers les images parce que à chaque fois il est isolé. Soit on le voit dans une cabine téléphonique et donc il voit le monde à travers la cabine, soit donc ailleurs. Et le son aussi reflète en quelque sorte cette isolation du personnage principal. Par exemple, lorsqu'on est par exemple dans un parc, on entend plusieurs sons venir. On entend, je sais pas, les gens qui parlent, quelque part il y a un chien, quelque part il y a les oiseaux, le vent, voilà, et tout ça. Par contre, lorsqu'il est dans une cabine téléphonique, tous ces sons extérieurs sont en quelque sorte coupés. Et ici, donc, le son aussi montre donc très bien cet isolement du personnage. Et puis la question suivante était, est-ce que c'était tout ça, c'était inscrit dans le script déjà, dans le scénario pardon déjà, est-ce que c'était déjà programmé à l'avance? Donc la réponse était oui, bien sûr, pour tout ce qui concerne les images, c'était déjà programmé dans le scénario bien en avance. Par contre, pour ce qui est le son, ça venait au fur et à mesure. Par exemple, les images, lorsqu'il parle dans une cabine téléphonique, oui, forcément, c'était prévu en avance. Aussi, pour illustrer, par exemple, le monde de ce personnage, lorsqu'il ferme les rideaux, on voit que le son diminue de suite. Parce que pour ce personnage, une fois qu'il a fermé les rideaux, il s'est coupé du monde entier. Donc, en quelque sorte, on voit toute cette progression. Bien sûr, le son le reflète aussi. Par contre, c'était que les images qui apparaissaient dans le scénario. Yeah, and actually, while I was doing the film and worked so much on the sound, I personally felt that the ear is much more what connects me with the world than actually seeing. And through that, I started to study about hearing loss, and really realized, you know, whenever somebody would have asked me what's worse, losing your eyes or losing your ears, I would have said my eyes as a filmmaker. No, but just to say, and then when I started to study that, what it means to lose your hearing, the prison is much bigger. Like, it's an invisible wall, and you cannot communicate anymore. And yeah. En fait, lorsque je travaillais sur ce film, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur le son. Et j'ai compris en quelque sorte toute l'importance du son. Parce qu'on entend
beaucoup plus que ce que l'on voit. Et c'est vrai qu'en tant que réalisateur, en tant qu'une personne qui travaille dans le monde du cinéma, lorsqu'on me posait la question qu'est-ce qui était pire, perdre l'ouïe ou perdre la vue, pour moi bien sûr c'était la vue. Mais après avoir travaillé sur ce film, j'ai compris qu'en perdant l'ouïe, la personne vraiment est coupée du monde entier. Elle ne peut plus communiquer. Donc le don de l'ouïe est beaucoup plus grand en quelque sorte, beaucoup plus important quelque part pour la personne pour pouvoir communiquer avec le monde. Tobias, thank you. Patrick, peut-être le micro. Donc votre film est un peu particulier si on le met à côté de celui de Pierre et Tobias, en ceci que mais vous allez bien sûr le commenter, mais permettez-moi d'en dire quelques mots, qu'il y a une évidence théâtralité dans la mesure où on est quasiment en huis clos, et qu'il y a un travail extrêmement précis sur les lumières, et pour autant, et on sent bien que le texte n'est pas du tout venant, même si ça c'est encore un peu mystérieux, mais pour autant les corps et les êtres qui sont présents dans le film, on le sent bien, vous donne énormément et que vous n'en êtes en aucune manière le patron. Donc, puisqu'on était en train d'évoquer la construction, que ça soit via ce qu'évoquait très justement Pierre par le script, et il me surprend en disant que son film, on y reviendra, son film était improvisé au fond. Est-ce que vous pouvez évoquer non seulement cette partie, allez, appelons-la documentaire, même si c'est un mot, vous le savez, qui pose beaucoup de problèmes, mais surtout le choix qui a été le vôtre d'articuler ça à de la mise en scène, et en gros comment donc ce tournage s'est passé, je le rappelle, donc dans un bar à Vienne, et qui concerne donc une population migrante venue de Bulgarie, si je ne dis pas de bêtises, plutôt Rome. Voilà, comment vous avez rencontré, est-ce que vous pouvez, Patrick, nous raconter? Je vais faire court. Moi, effectivement, donc un soir, par hasard, dans un bar absolument dingue, j'ai rencontré une bande de garçons, roms, bulgares, 19 ans, qui sont tous mariés avec enfants, et qui se prostituent avec des vieux monsieur. Mais j'ai pas rencontré un thème, quoi. Genre, je crois intimement que personne ne fait des films pour dire quelque chose sur des thèmes. Et peut-être le mot documentaire est compliqué parce qu'on ne documente rien. Moi, je documente absolument rien. Et que je pense, j'ai pas vu le film à Louise, mais j'ai vu Rocky 2. Je pense qu'on fait les films d'abord par un désir, qu'on ne peut pas toujours nommer, mais qui est un désir. Et donc j'avais un désir très fort de rencontrer ces garçons et de les filmer, parce qu'ils me rappelaient d'ailleurs des stars de cinéma, quoi. Et j'étais très vite en position en fait, de fan, c'est-à-dire c'est qui ces gens, quoi. Et après, Pierre Bismuth a dit un mot en fait essentiel, et je ne l'utilise pas tellement, mais bien sûr c'est ça. C'était un chemin organique. Nos films, quand on en parle, comme j'ai dit, j'ai pas vu à Louise, mais on a l'impression qu'ils sont, je sais pas, très pensés en amont, qu'on mélange différents niveaux et tout ça. Mais au fond, quand j'écoute comme ça et quand je réfléchis, moi en fait, le cinéma et faire du cinéma m'a permis de faire ce film. J'ai proposé à ces garçons, on va faire un film ensemble. Et ben on a utilisé les outils du cinéma, mais du faire, c'est-à-dire la lumière des costumes, les décors, les accessoires, l'idée de studio, puisqu'ils n'ont pas de lieu à eux, on a créé des studios, et on a joué tournage. Et c'est un très bon jeu, ça. C'est enfant, moi avec ma sœur, on jouait tournage. Il y avait une caméra Super 8, mais on n'avait pas de pellicule, mais on jouait tournage. Et jouer tournage permet évidemment de se jouer soi-même. Et devant une caméra, nous, il y avait de la pellicule là-dedans. Et donc en gros, j'ai loué des petits studios de tournage. On a tourné dans des vrais lieux aussi, mais des studios de tournage où j'ai invité ces garçons à venir ou pas. On a chauffé et tout ça, ils vivent dans des conditions très très dures sinon. Et c'était alors un autre mot affreux, c'était des workshops d'improvisation, quoi. C'est-à-dire, évidemment, j'ai rien écrit, on a financé le film sur un sujet, ça c'est assez atroce, mais ça se fait comme ça. C'est-à-dire, évidemment, le producteur a vendu le film sur prostitution, Rome, immigration, horrible, Autriche. Très bien. Mais après, on était dans des lieux de tournage, c'est-à-dire on louait un bar en ruine ou quelque chose à Vienne, il y a plein de lieux bizarres comme ça. À Vienne, il y a quelque chose qui est resté dans les années 70,
et on éclairait une moitié de la pièce au hasard. Le chef-op me demandait aujourd'hui, alors on avait une gamme de couleurs, mais il a dit tu veux plutôt rose ou jaune, j'ai dit bah, allons sur vert aujourd'hui. Et on se chauffait, quoi. C'était une sorte de atelier de théâtre, de chauffage. Et les garçons ont un rapport à eux-mêmes, à leur image, à leurs mensonges, à leur mise en scène d'eux-mêmes, très fort. On se connaissait très bien. Il y avait un désir à un moment d'aller devant la caméra après une heure, là, toute la lumière, et ils comprenaient, comme des vieilles stars de cinéma, où se mettre dans la lumière et être au top, quoi. Et donc je n'ai pas pu écrire ce film parce que je ne les comprenais pas quand ils tournaient. Quand ils parlaient. Je ne pas l'allemand entre nous, mais le film, ils l'ont fait dans leur langue parce qu'ils ne maîtrisent pas l'allemand assez pour faire un film. Et donc, c'était des impros, et j'étais spectateur d'un spectacle que je trouvais dingue. Je ne me suis jamais posé la question sur ce que ça va devenir. J'étais un peu inconscient. Et je me suis dit, si je suis tellement fasciné, ça peut se partager. Et bien sûr, je soupçonnais que de tout ce blabla, tout ce mensonge, toute cette auto-mise en scène, évidemment, le négatif de cela va apparaître. Ou le positif, ou l'autre côté. C'est-à-dire, si vous me mentez, et que je sens que vous mentez, c'est très beau ce que j'imagine, ce qui pourrait être la vérité. C'est-à-dire, le faux nous donne un aperçu d'un possible vrai, quoi. Et qu'il était évidemment hors de question que je mette ces garçons, que je me comporte comme un policier, je ne sais pas de quoi, mais de la vérité ou de l'identité sexuelle ou de la morale, et leur dit, bon, qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Je ne sais pas qui ils sont. Et je pense, on fait des films aussi parce qu'on n'arrive pas, et je trouve ton film Rocky 2, il y a de ça aussi, parce qu'on n'arrive pas à vraiment nommer les choses. Genre, bien sûr, là, on pourrait parler de concepts de cailloux, de cinéma, de machin, mais au fond, le mystère d'un homme qui va dans le désert poser un faux rocher reste un mystère profond. Je ne sais pas ce qu'on ne peut pas nommer ce que c'est qu'on fait le film. Voilà, quelque chose comme ça. Et après, évidemment, j'ai joué avec des codes de cinéma que je connais. On n'est pas non plus naïf. Hein. Genre, en musique, tu n'es pas naïf. J'aime beaucoup ce que tu fais avec la musique. Je crois, les musiques, au fond, parce que c'est le plus mauvais goût ce qu'on fait tous les deux avec la musique. La musique, genre, tout réalisateur à peu près normal dit « Ah non, pas une musique qui veut dire quelque chose que le film ne peut pas dire. » Et nous, on surdit des choses avec la musique que le film ne dit pas du tout, mais on y va tellement grossièrement cash, que la musique, au fond, crée un espace comme un décor. J'aime bien le côté, le caillou top, quoi. La musique, chez moi, j'ai fait quelque chose d'un peu proche, sauf que c'est plus Europe centrale. Mais... Non, mais c'est mon Hollywood. Mais j'entends bien Patrick, même si j'entends aussi, on pourrait déplacer des choses. Mais alors, du coup, ça se fait au montage. Donc, l'espace, c'est comme si dire que vous avez repoussé en définitive toutes les décisions, comment dirais-je, essentielles, enfin pas essentielles, mais définitives, bon, bien sûr. Au montage. Alors, bien sûr, ça veut dire par exemple que vous avez fait tout traduire les rushs de ce qu'il disait, puisque vous évoquiez. Ouais, on avait 4 traducteurs parce qu'ils parlent une langue qu'il n'y a que eux qui comprennent. C'est un mélange de rome, bulgare, turc et du slang allemand sexuel. Donc c'est très genre, et ils changent vraiment dans une phrase, ils changent de langue. Et en plus, ils ont leur humour qu'il faut comprendre. Donc j'avais vraiment 4 traducteurs derrière moi. C'était un très beau moment parce qu'on était sur des phrases d'une vulgarité inouïe. Pendant 10 minutes, c'était genre la question c'était qui, sus, qui, comment. Et tous les 4 traducteurs, on était plus sûrs, est-ce que c'est maintenant cela? Genre c'était... Et ça donnait des phrases aussi très poétiques, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, ne soyons pas naïfs, c'est-à-dire, je ne veux pas mentir, il y avait cette énorme facilité, et à un moment, et c'était le contrat avec les garçons, que je fasse un film où ils brillent. Et au montage, j'ai décidé énormément de choses, parce que j'avais tourné beaucoup, puisque c'était des ateliers d'improvisation, quoi. Il n'y avait pas de piste, je leur disais jamais on fait ça, mais évidemment dans le film, à un moment, il n'y a pas de récit, mais il y a la forme pour qu'ils puissent briller autant. Comment dire? Je ne sais pas comment dire. En fait, au montage, une grosse question pour moi, c'était, je les aimais énormément comme êtres humains, et je voulais qu'on partage ça. Et ça, c'était une question de montage. Le plus beau, là vous étiez le plus beau. Le plus complexe, le plus riche, ouais. Je sais pas, ça c'était très simple. Quand on aime quelqu'un, on veut le partager, ça. Je sais pas. Mais c'est comme on fait avec les acteurs, c'est très très beau avec les acteurs. Parce qu'au fond, aux acteurs. Vous allez accepter de cette façon, parce qu'il y a donc, au fond une espèce
d'introduction au film, enfin, opératique comme ça, entre deux personnages. Hein. Et puis après, le film est une mosaïque de moments jusqu'au final. Non, donc ça, c'est une chose qui s'est faite, qui s'est imposée en fonction uniquement montage. Uniquement montage, et c'était très long. Mais c'est normal, c'est-à-dire que je tournais dans le noir. Mais ça rend très heureux, là ça rendait très heureux, parce que j'ai, comment dire, la chance inouïe, c'est que j'ai trouvé des acteurs extraordinaires qui étaient prêts à jouer avec moi et à m'offrir quelque chose, et mon travail c'était de ne pas détruire ce qu'ils vont faire. Non, mais ça suppose quand même une grande complicité avec votre producteur, puisque est-ce que lui, d'entrée, a menti? Non, mais pour avoir l'argent, parce que on sait bien que le script, c'est pas simplement ce qui va servir à faire le film, je veux dire à le fabriquer, c'est ce qui le rend souvent, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, il y avait le road movie, mais ça, c'était pas bankable. Alors, nous, il y avait une part de mensonge, et il faut jouer avec ça. Le producteur était assez malin sur ce film, je trouvais, je ne sais pas si c'était une grande complicité, et moi-même j'ai écrit des textes sur ça. C'est-à-dire qu'on a produit un documentaire sur un sujet social à Vienne. Et j'ai dit à la commission que ça n'aura sans doute pas la forme que vous attendez, et je leur ai parlé de Fassbinder et tout ça, et qu'au fond, ça sera peut-être un film sur le cinéma aussi, et tout ça. Et ils étaient d'accord, et ils aiment beaucoup le film à la fin. Mais je n'aurais pas pu leur expliquer ce que je peux faire, parce que ça aurait paru si compliqué, quoi. Oui, c'est impossible, ça, de toute façon. Oui, il n'y a pas de mots à mettre là-dessus. Alors que l'Autriche, qui est plutôt compliquée politiquement, mais Vienne et les commissions sont plutôt de gauche, leur dire qu'il y a une communauté de jeunes garçons qui doivent se prostituer avec des vieux monsieur pauvres, ça valait un film, ça. Pour la mauvaise conscience de l'État, ils se sont dit bien, on va payer ça, ça ira. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est après la mesure de ça, et du reste, heureusement qu'on s'en moque, mais c'est le pouvoir de la fabulation. C'est-à-dire que ce dont il parle, les exploits, les contrats, les passes qui sont évoqués, elles sont dans un domaine, et encore j'insiste, invérifiable et tant mieux, mais c'est ça qui apparaît, c'est-à-dire qu'au fond ce sont avant tout des conteurs, et même les quelques scènes, comment dirais-je, non, avec des clients potentiels, c'est ça, eux-mêmes sont en train de... Mais bon, c'est un monde où ça joue, c'est-à-dire que les garçons jouent à l'homosexuel, le client joue à avoir encore du désir ou au père. On joue à être riche, on joue à avoir un plus gros sexe que l'autre, et que tout est artificiel. Et puis on ment beaucoup, et moi j'adore les gens qui mentent, j'adore, et les gens qui exagèrent. Je suis très sensible à ça. Il y a des gens comme ça, par exemple, qui exagèrent dans chaque phrase, quoi. Et c'est très difficile, parce qu'une caméra, c'est un outil violent. Et comment on fait que le monde de l'exagération, par exemple, reste encore. Alors la fiction a des outils, mais le documentaire, c'est plus compliqué sur ce chemin-là. Et donc, je pensais que tout cet attirail fictionnel de lumière et de décor et tout ça leur permettait de se mettre dans un état où, bien sûr, on peut mentir. Si je suis éclairé comme ça, et par exemple, on avait aussi des filtres de la Bavaria, on est allé chercher les filtres de Fassbinder pour que les actrices soient jolies dans les années 70. Il dit, si tout est tellement clinquant, ben moi aussi je suis clinquant, alors je vais mentir comme toujours. C'est-à-dire, ne pas mettre un nu, c'est pas le nu qui était intéressant. Voilà. Je n'ai jamais cru à une vérité. La prostitution, on comprend tout ce que c'est en 5 secondes, c'est pas intéressant. Par contre, comment on gère ça? C'est bien vous parliez de... Ça, c'est aussi bien, peut-être davantage Schroeter d'ailleurs que Fassbinder ou même Warhol. Hein, non ouais. Merci Patrick. Merci. Pierre, vous vouliez alors revenir sur le fait que justement à ma... Si, parce que moi ça m'intéresse. Si vous allez être d'accord. Rapidement, parce qu'on m'indique qu'il ne nous reste plus que quelques minutes, sur le fait que donc ce n'est pas scripted, ce n'est pas scénarisé. Non, c'est uniquement l'improvisation. Le film, c'est contrairement à ce que tu décris, le film c'est pas fait au montage, parce que quand on arrive au montage, le film était déjà construit, mais on a écrit au fur et à mesure du tournage. J'avais mis en place un montage pendant le tournage. J'avais un monteur pendant le tournage. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on tournait des scènes, on les regardait le soir.
Et on analysait. En fait, le film, au départ, comme on savait qu'on voulait faire un type thriller, donc le film Where is What to Do est une technique documentaire. C'est-à-dire, on suit des personnages, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est même, je dirais, un documentaire comme on n'en fait pas, parce qu'en général, on prépare les documentaires plusieurs années à l'avance, on sait qui va parler, on sait où on va aller. Ce qui n'a pas été le cas ici. On a vraiment décidé de se laisser porter, donc du jour au lendemain, on ne savait pas encore ce qui allait se passer. Et puis apparemment, j'ai l'impression, mais détrompez-moi si c'est pas le cas, que dans certains entretiens, le son, le chant contre chant est fabriqué en son. Non, pas du tout. On était sur 2 caméras, 3 caméras. Avec une question-réponse. Oui, tout à fait. Raccord 5. Oui, même quand il y avait les conversations téléphoniques, on allait chez les 2 protagonistes avec 2 équipes différentes pour avoir la conversation. Les gens ne savaient pas qui ils allaient avoir au bout du fil. Ils acceptaient souvent de participer, et puis ils recevaient le coup de fil, et tout était filmé. Non, c'était une mise en place très compliquée. Pour regarder. C'est improvisé en même temps, il y a au fur et à mesure l'apparition de scénaristes qui travaillent sur ce que va être cette fiction. Donc on ne voit que le trailer. La seule chose qu'on savait au départ, c'est qu'on voulait que ce documentaire ait l'air d'une fiction. C'est ça le principe de départ. Que le documentaire puisse donner l'impression d'une fiction. Et on savait qu'on voulait avoir la forme d'un thriller. Et donc ce qu'on a fait... J'attends que ça passe ou quoi? Ils vont rester longtemps. Non, that's okay. Donc ce qu'on a fait, parce qu'en fait, je ne suis pas un grand spécialiste du cinéma, et donc on a commencé à analyser les thrillers, et on a commencé à comptabiliser le temps des séquences dans les thrillers. Donc on a fait plein de tableaux avec le nom des séquences, le nombre de minutes, pour voir, et puis la structure d'un thriller, pour voir comment c'était construit, fabriqué, etc. Et puis une fois qu'on avait ces petites cases, quand on est passé en tournage, le soir on regardait ce qu'on avait tourné, on essayait de comprendre ce qui s'était passé, et on essayait très vite d'écrire et de voir à quel moment d'une structure de thriller ça pouvait correspondre. Et puis on remplissait comme ça chaque jour des petites cases. Et puis tous les jours, on remplissait de plus en plus de nos structures, puis jusqu'à un moment donné où on s'est libéré de la structure parce que notre film commençait à prendre... Dans le sens où on s'arrangeait pour que les gens ne se voient pas, et puis on filme la rencontre et on filme la conversation. Donc c'est un peu technique, je suis désolé, mais... Donc on démarrait par exemple toujours sur des plans serrés. Donc les premiers plans qu'on tournait étaient des plans serrés, parce qu'on savait que au moment dans le corps, dans le moment fort de la conversation, on allait très loin sur des plans serrés. Et comme on ne pouvait pas retourner les conversations, on allait directement sur des plans serrés. Et puis quelquefois, quand on avait besoin de changer d'angle, alors déjà on avait en général, j'avais dit, on avait 2 à 3 caméras, donc ça permettait d'avoir toujours le champ contre champ d'office réglé, et une 3e caméra pour faire un plan éloigné. Et puis des fois on demande, pour pouvoir retourner sous un angle différent, on retournait un petit passage de quelques minutes, juste pour pouvoir, pendant quelques secondes, avoir une caméra qui vient d'un angle différent. Mais globalement, la matière, et ça a été très rapide à monter parce qu'il n'y avait pas à choisir entre 10 000 prises, il n'y avait qu'une prise à chaque fois. Mais ça, je pense que ça se sent dans le film, les choses sont assez spontanées quand même si ça semble très écrit. Les dialogues, les gens ont des réactions spontanées, assez subtiles. Donc voilà, c'était très rigolo à faire. Et sur la musique, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu effectivement un travail d'exagération de la musique. Les monteurs n'ont pas toujours compris pourquoi. Mais il me semble que ça fonctionne. Donc je serais content de voir ton film. Merci Pierre. Tobias, un mot aussi conclusif, si vous en êtes d'accord, pour évoquer le casting, puisque Patrick évoquait la mise en gloire de ces corps, la documentation de la mise en gloire de ces corps. Comment s'est fait pour vous le choix de
de Georg Friedrich, j'ai bien dit cette fois-ci, qui, je trouve, non seulement irradie incroyablement dans votre film, mais en est une espèce de colonne porteuse. Well, I needed for this character, I wanted to find a man who is on the outside very harsh, like very, almost like an eagle, but in the inside very fragile. And to be honest, I know in Europe, I don't know, very few people who can do that, have this combination. And he is extreme in that. He has a very strong physiognomy, like it's very harsh, but his voice and his inside is very fragile. So I was looking for that, and then the thing is, usually what the films you see, and he plays mostly junkies, he plays very aggressive guys, yeah, like milieu people. And when I told the casting person that I want him, she was like, no, he's way too extroverted, he's way too aggressive. You know, he was discovered in Ulrich Seidel film, that's how people know him. Which film? Hundstage. Okay. Dog Days, I guess, in English. Dog Days, yeah. But there was just something, I was always a fan of him, or very captivating about his outside and his voice. And then actually I was looking for interviews. That's what I always do. I try to see the actor in real life to realize what they really are, but he doesn't give interviews. But then just in a small photo shooting video at some film festival, I saw him there standing with all these other actors, and all the actors were, you know, posing for the pictures, and he just didn't know what to do, you know. He was standing there and obviously not feeling comfortable, and then I realized that he's not just this aggressive, extroverted guy. His accent in German is what? Is it Swiss or is it he lives in Vienna? No, it's Austrian. But then the film is supposed to take place in Switzerland or not? Yeah. So how can you have this private eye who's speaking with an Austrian accent? Well, we do leave some people coming to our country. Okay. Not too many, but... I mean in the film, since he's playing this guy in this tenement building, so, I mean, regular guy. Well, you know, I mean, I wasn't looking for an Austrian guy, but I wanted to have him. And, you know, his world is very, if you've seen the film, it's very old school. It's very dusty. And I felt that his accent was matching this environment very good. And I felt he's even more isolated through the language. And it's kind of similar to Swiss German. And I never asked that question. I mean, in the backstory, there was a reason why they were fleeing from Austria, because they fucked up in a case. That was in Austria. More or less said, no? Yeah. They don't go to the party of the private eye people. I didn't get why, actually. Yeah, but you know, it's just an offer I make. It's not something I want to explain, but we had our explanation why he came to Switzerland. But, you know, I mean, my father is German as well and lives in Switzerland. It's quite normal. That because since it goes through the phone, it's very intimate. So this question of accent is not only something that is telling you where the people is coming from, but it's also getting in your ear. And so I guess for, let's say, a local audience, it matters. No? Yeah, I mean, he had to turn down his Austrian accent a little bit so the Swiss people can understand him, that we don't have to put subtitles. Yeah, because when he talks the way he talks, extremely strong. You have to, yeah. And he doesn't speak his own language in the film anyway. He speaks this very bureaucratic language that he took from his father, and he's always talking in the third person plural. Yeah. So, yeah. Alors, donc, pour choisir cet acteur, la question c'était donc sur le casting, comment choisir cet acteur. Je dois dire que j'étais beaucoup fan de cet acteur depuis très longtemps,
Et je cherchais quelqu'un qui aurait un extérieur très dur, mais qui serait en même temps vulnérable à l'intérieur. Et il faut dire qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'acteurs comme ça. Donc je l'avais déjà vu dans plusieurs films et je l'ai beaucoup aimé, mais pour moi il est aussi très important de voir les acteurs, comment ils se comportent dans la vie de tous les jours. Donc je cherchais des interviews avec lui et il s'est avéré qu'il ne donne pas d'interviews. Alors j'ai vu qu'il s'est fait photographier pendant un des festivals de cinéma et il y avait donc tous les autres acteurs qui posaient un petit peu pour le caméra, tandis que lui, il se comportait comme s'ils étaient mal à l'aise et il ne savait pas vraiment quoi faire dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je voulais absolument avoir cet acteur pour ce film. Et c'était quand même assez difficile parce que lui, il est très connu, donc il a un emploi de temps qui est très chargé. Mais j'ai réussi à l'avoir quand même. Après, la question, donc, c'était comment il a fait avec son accent, parce que l'acteur vient d'Autriche. Et donc, il doit avoir un accent autrichien. En Suisse, est-ce que ça existe ou non? Oui, forcément, en Suisse, ça existe parce qu'il y a des gens qui ont immigré, qui sont venus en Suisse aussi. Mais pour lui, donc l'acteur aussi, avec son accent, reflétait, donc son accent c'était aussi la façon qu'il isolait du monde extérieur aussi. Mais il faut dire que dans le film, il parle ce langage bureaucratique qui n'est pas son langage naturel. Donc il a travaillé forcément un petit peu sur son accent pour qu'il soit compréhensible, pour qu'il ne faille pas mettre de sous-titres à toutes les images. Mais voilà, cette présence de ce petit accent montre aussi en quelque sorte l'isolement de ce personnage du monde extérieur. Et puis, voilà, donc je crois que ça y est. Merci beaucoup Katia pour la traduction, également Tobias Noller, réalisateur de Alois, Pierre Bismuth pour Where